Alors, on va maintenant prendre une dizaine de minutes avec chacun d'entre vous pour que vous nous racontiez votre histoire, tout simplement, votre projet, où il en est, quelle évaluation. Et ensuite, on échangera avec la salle et avec vous, Monsieur Canler. Vous êtes vraiment en fin de carrière? Vous êtes tout jeune? Oui, disons que je suis à 2 ans de mon départ à la retraite. Hein. Ah. Je suis un peu comme Jacques, hein, on est des piliers. Je dirais que j'ai vu une très grande évolution. C'est un métier où on ne se lasse jamais. C'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup de procédés. Et je pense que le nouveau challenge avec l'agence, parce que de l'optimisation de la station de futur, de travailler sur toutes les possibilités, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai l'impression que les transitions à venir vont être fulgurantes. Enfin, les processus vont s'accélérer. Hein. Transition, il faut y aller avec mesure et se poser, mais quand même, il y a des nécessités, quoi. Voilà. Donc, et des impacts environnementaux. Oui, mais la transition, il faut aussi que la réglementation nous aide. Bien sûr. Et ils vont nous le dire, les territoires. Et par exemple, il faut apprécier la réinjection du biogaz, hein, parce que ce qui a fait le déclic de la digestion aussi, je dirais que c'est cette autorisation que, depuis milieu 2014, mi-2014, où on a la possibilité, parce que gérer des digesteurs jusqu'à maintenant, c'était de gérer le stockage. Comme je vous ai dit, il y a 70%, mais le problème, c'est que quand on en a besoin, on n'a pas assez de stockage. Donc c'est pour ça qu'il y avait un excédent, un gâchis, et cette possibilité de réinjection, ou maintenant de gaz véhiculé, je crois que c'est des challenges super. Très bien. Alors, on va écouter ces deux expériences. On va commencer avec vous, Frédéric Ponchéry. Vous êtes vice-président de la communauté de communes Saône-Beaujolais, adjoint au maire de Belleville. Hein, c'est un équipement qui est sur cette ville et président du syndicat du traitement des eaux usées de Saône-Beaujolais. Votre projet, c'est CITO, Centre intercommunal de traitement de l'eau. Vous aimez bien dans cet univers les acronymes, hein, STAR, CITO, tout ça. Et c'est bien, comme ça on retient. Alors, avec vous, on va voir la genèse du projet, on va rentrer dans le fonctionnement, et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est le bilan énergétique qu'on en tire. On introduit le sujet ? Alors effectivement, nous, on était des très mauvais élèves, puisqu'en 1998, on faisait partie des 22 stations classées point noir en France, donc c'était quand même pas très reluisant. Et il y a eu un renouveau dans le syndicat, ce qui a permis de lancer la construction de CITO, donc une station de 26 000 équivalents habitants. Et j'entendais, moi je ne suis pas un spécialiste de l'assainissement, mais j'entendais toujours parler de calories qui étaient dans les fluents, en moyenne 15 degrés. Et je me suis dit, mais 15 degrés, c'est souvent l'énergie qu'on entend parler dans la géothermie. Donc je me suis dit, on va lancer une étude de faisabilité. Il n'y a pas de raison qu'on aille chercher l'énergie dans la terre ou dans les nappes s'il y a le même degré dans nos effluents. On vous a pris pour un farfelu au début. Hein. Alors, effectivement, même le bureau d'études qui nous accompagne quand même très régulièrement m'a dit, mais Fred, pour le moment, on n'a pas de données là-dessus. Je dis, on lance une étude de faisabilité. Elle n'était pas très pertinente au départ. Et moi, j'arrivais pas à comprendre qu'on fasse venir du gaz de Russie et que ça soit rentable et qu'on ait de l'énergie sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle l'énergie fatale, puisqu'elle existe et elle est perdue et qu'on la récupère pas. Et donc, en fait, si je peux faire passer un seul message, c'est uniquement une histoire de volonté, c'est-à-dire pas se contenter d'avoir une station d'épuration. Et moi, comme j'étais complètement néophyte dans ce milieu-là, ce qui m'intéressait, c'était d'être pertinent, d'aller plus loin que uniquement la station d'épuration classique pour faire son travail. Donc, il y a à convaincre, et pourtant c'est du bon sens, hein, un niveau de température idem à celui de la géothermie. Et après, vous faites un tour de table. Alors, tout le monde vient. Là, vous avez réussi à les convaincre, dont l'agence, bien évidemment, l'ADEME, qui sont les collectivités incontournables. Bon. OK. Alors, maintenant,
on va voir cette étude de faisabilité Alors, et puis comment ça fonctionne. ouais, très rapidement, hein, l'étude de faisabilité fait ressortir qu'on a un potentiel minimum de chauffage de 10 000 m² de chaunes. On a, alors, ce qui était des avantages au départ, puisqu'on a une station d'épuration qui est en plein centre-ville, à côté d'une abbatiale du XIIe siècle, on a essayé tout au long de la construction de ce site de le rendre en atout. Et donc on s'est dit, il y a de la chaleur, on va la distribuer juste à nos portes. Ce qui est bien plus facile que sur un réseau ancien. Donc l'étude de faisabilité fait ressortir un débit minimum. Il faut bien sûr qu'on ne mette pas en péril le fonctionnement de la station d'épuration. Et ensuite, on s'aperçoit après que c'est des équipements classiques, échangeurs, pompes à chaleur et un circuit de distribution dans le programme immobilier qui était en face. Alors, ce qui a peut-être représenté la plus grosse, le plus gros travail pour le syndicat, c'est de s'adapter, puisque nous, on avait un objet unique, c'était le traitement des eaux usées. Donc, il a déjà fallu avec les services de l'État, qu'on modifie les statuts afin de devenir fournisseur d'énergie, fournisseur et producteur d'énergie. Ensuite, un travail juridique, puisque ce n'est pas notre métier à la base de vendre la chaleur. Et nous, on a décidé de garder ça en régie, donc on s'est transformé en vendeur de chaleur. Donc, un budget annexe supplémentaire, mais ça, ce n'est pas la plus grosse difficulté. Ensuite, des négociations pour le prix de vente. Il fallait qu'on rencontre les partenaires qui allaient louer les logements à l'intérieur de ce programme immobilier. Ça prend beaucoup de temps, il faut convaincre, surtout quand vous dites que vous êtes la première station en France à chauffer un programme immobilier. On vous dit oui, mais nous, on ne veut pas en faire les frais. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. Donc, il faut convaincre. Et d'autant que lorsque tout à l'heure, on va voir les voies de l'innovation, le champ est immense. Il va falloir que vous bossiez là tous ensemble pour imposer un droit à l'expérimentation sur tout ça. Quand on voit, mon nouveau métier, c'est de vendre de la chaleur. Tout à fait. Alors, ça n'est plus de traiter. Très rapidement, j'ai une petite anecdote quand même. Le promoteur immobilier du programme qu'on fournit actuellement nous a emmenés en procès pendant 2 ans parce qu'il pensait qu'on n'allait pas pouvoir commercialiser de façon idoine son programme. Et finalement, à force de discussion, ça fait partie de ces nombreuses concertations qu'il faut avoir, on a réussi à le convaincre d'adapter, de refaire même son projet, puisque son projet n'était pas avec des émetteurs basse température, et il a refait tout son projet avec une plus-value pour accepter notre projet. Donc c'est quand même une belle histoire. Finalement, oui. Ouais. Alors, bon, c'est très classique. Donc notre réseau de chaleur, c'est une prise d'effluent traitée. Donc nous, c'est pas en amont de la station d'épuration, c'est en sortie de station d'épuration. Il reste encore beaucoup de calories. Un échangeur de chaleur, un circuit primaire, une pompe à chaleur, une chaudière gaz à condensation qui fait le secours total ou l'appoint en eau chaude sanitaire. Puisque si notre réseau de chaleur, pour X raisons, ne marche pas, il fallait qu'on convainque nos partenaires qu'on était capable de tout faire. Donc on maîtrise toute la chaîne de l'énergie. Et des dispositifs d'émetteurs basse température, c'est très important puisque c'est ce qui a permis d'augmenter notre coefficient de performance. Bon, là, on a les partenaires, ça se passe de commentaires, mais c'est important de les citer. Alors, c'est le principe de fonctionnement. Voilà, le principe de fonctionnement, très rapidement. Donc, on voit qu'on pompe les eaux dans le clarificateur. Donc, il y a une petite étude quand même pour voir à ne pas déséquilibrer le fonctionnement de la station d'épuration. On voit qu'on a une boucle d'eau industrielle. On cite aujourd'hui notre réseau de chaleur, mais nous, on utilise l'eau industrielle pour tout le process de la station et aussi pour les espaces verts. Ensuite, un programme de filtration, parce que même si les eaux sont très claires en apparence, elles sont quand même chargées. Et donc, c'est quelque chose de primordial, la filtration sur ces réseaux de chaleur. Ça se trouve sur le réseau du CITO, donc sur son empreinte géographique propre. Et ensuite, on emmène cette eau filtrée directement dans une pièce du programme immobilier, dans une chaufferie qui nous appartient, où là, on a toutes les installations, pompe à chaleur, échangeur et circuit primaire. Donc on parle de Villa du Rabot, c'est voilà. Alors, la Villa du Rabot, c'est l'opération immobilière que citait le directeur général de l'agence de l'eau tout à l'heure, qui comprend 50 logements, pour le moment 50 logements, 10 bureaux et des commerces, et qui va doubler d'ici 2017. Alors, les indicateurs.
Alors, quelques indicateurs. Bon, ici, c'est un tableau dont on pourrait se passer. C'est juste pour montrer qu'on fait, bien sûr, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, en tout cas la point. Et donc, vous avez la répartition qui est sous vos yeux, détaillée poste par poste. Donc, on voit même bâtiment par bâtiment. J'insiste, alors, l'ADEME et l'Agence de l'eau ont beaucoup insisté pour qu'on ait une supervision qui soit très précise. Et ils nous ont rajouté des indicateurs. Et finalement, au-delà de se dire ah, tiens, ça va encore nous compliquer la tâche, et on a encore des dépenses supplémentaires, finalement, on s'aperçoit que ça nous permet d'analyser très finement tous ces chiffres. Ouais, et puis d'être des bonnes aides à la décision, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, ce réseau de chaleur, la station est de 2011. Le réseau de chaleur a été inauguré en décembre 2014. Donc on avait tout juste un an et demi de retour d'expérience. Et ces chiffres nous sont très très précis, puisqu'on a déjà fait un programme d'investissement en 2016 pour l'optimiser, puisque j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on parle toujours de notre réseau de chaleur. Il faut savoir qu'on apporte aussi du rafraîchissement. On avait appelé ça la cerise sur le gâteau dans notre commande. On n'en parlait pas du tout. Et pourtant, alors qu'on livre majoritairement des logements sociaux, on leur apporte aussi le rafraîchissement. Et vu les 2 étés qu'on vient de passer, je vous garantis que pour eux, le rafraîchissement est maintenant plus important que la chaleur. Parce que la chaleur, elle marche parfaitement. Par contre, le rafraîchissement, ils y sont très sensibles. Alors là, un tableau qui est intéressant pour les COP. On parle toujours de coefficient de performance. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on avait un COP de pompe à chaleur prévu de 4,13 et on est à 5,14. Donc c'était déjà des COP bons dans le prévisionnel. On s'aperçoit qu'on est encore meilleur. Donc ça veut dire qu'on s'est aussi entouré avec des bons prestataires. Et le COP qui est vraiment très très bon, c'est celui de 3,92, pratiquement 4 pour le COP global. C'est-à-dire que pour 1 kW d'énergie consommée, on en restitue 4, ce qui est quand même assez élevé pour un réseau de chaleur au global. Ouais, ça va au-delà de ce que vous imaginez. Tout à fait. Ouais. OK. Encore 2-3 indicateurs. Alors, ça, c'est des indicateurs qui sont très intéressants. Ouais. En fait, comme on avait un retour d'expérience d'1 an cette année, on a demandé à un bureau d'études spécialisé dans l'énergie de nous disséquer tous les chiffres, parce que ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on ait un témoignage par rapport à la population. Alors là, ici, aujourd'hui, c'est que des professionnels, des collectivités. On sait à peu près de quoi on parle, enfin, même plus que moins. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un retour sur le territoire, notamment en termes de transition énergétique et de développement durable. Et donc, on a demandé des chiffres qui puissent nous comparer notre réseau de chaleur par rapport à tous les autres. Alors, le tableau moyenne des COP constatées, c'est sur une étude ADEME Champagne qui comprenait 25 installations de réseau de chaleur. Et vous voyez que la ligne droite verte, avec un COP moyen de 5,28, est largement au-dessus de ces publications ADEME, ainsi que le COP global qui est vraiment très au-dessus. Donc on a un très bon rendement sur ce réseau. Et puis on constate la même chose sur 17 installations sur nappe en comparatif. Donc ce qui est intéressant quand on a une installation, c'est quand même de se comparer aux autres. Alors quelque chose qu'on citait tout à l'heure et dont on ne parle peut-être pas assez, c'est effectivement notre impact sur l'environnement. Et donc bon, c'est très bien, on utilise la chaleur fatale, mais on voit aussi qu'on a un rejet de CO2 qui est très très bas, puisque là vous avez ici toutes les composantes des fournitures d'énergie, et on voit qu'on est juste au-dessus de la biomasse, 0,1 kg par kilowattheure livré, ce qui est très très bon. Ouais, ça, c'est une planche à garder, ça c'est important. Ok, on conclut avec les éléments économiques et quelques points à retenir de l'expérience. C'est très important. Dans le développement durable, on parle toujours des 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. Là, ici, on a vraiment réussi à réunir les 3, puisque quand vous lancez des réseaux comme ça fait aussi travailler les entreprises. Et puis, ce qui était intéressant ici, c'est le volet social. Vous voyez que là, on a demandé donc une étude moyenne qui se sert des sources amorces sur 60. Alors là, le réseau amorce s'était basé sur 65 mètres carrés de chaunes. Nous, on voit qu'on a le logement moyen sur le programme de la Villa du Rabot est de 74 mètres carrés, donc 13% au-dessus de 65 mètres carrés. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment, en termes de coût
très très économique, puisqu'on se situe en dessous de toutes les données des réseaux étudiés par Amorce, et on sort au final avec un coût TTC annuel de 581 € par logement moyen de 74 mètres carrés, ce qui voudrait dire, si on avait ramené par rapport aux 65 mètres carrés, la ligne rouge est encore un tout petit peu décalée sur la gauche. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, parce que les personnes qui habitent ces logements, elles ont un confort exceptionnel, avec une chaleur basse température qui est quand même ce qui peut se faire de mieux dans un logement, avec en plus le rafraîchissement dont on ne parle pas dans cette étude. Très bien. Bon, ça, je le garde, on pourra en discuter tout à l'heure, mais les impacts sont clairs. Et en plus, double effet qui se coule, il se passe des choses intéressantes en termes d'appropriation citoyenne de ces ruptures-là. Hein. Tout à fait. Vous faites des choses intéressantes auprès des populations, là. Oui, c'est-à-dire on essaye. Ce qui est intéressant, c'est toujours une source de satisfaction de savoir qu'on a réussi le pari. On a fait un réseau de chaleur, on utilise la chaleur fatale. Ce qui est intéressant, c'est de communiquer, parce qu'en fait, les collectivités, je pense qu'elles ont un rôle énorme d'exemplarité. On ne peut pas demander aux citoyens de faire des efforts en permanence pour la transition énergétique, pour avoir un monde meilleur, si les collectivités, elles, ne montrent pas qu'elles sont pionnières, qu'elles sont exemplaires. Donc on communique beaucoup sur tous ces projets. Très bien. Merci beaucoup. On enchaîne avec Grenoble et votre expérience alors pionnière hein, de production de biogaz. Aymeric Leclerc, directeur d'Aquapol, on parle d'Aquapol, hein, c'est votre projet à Grenoble-Alpes Métropole, et régie de l'eau et de l'assainissement, et Carlos Rivière, qui est chef du service études, planification, gestion patrimoniale, suivi des travaux et de l'assainissement à Grenoble-Alpes Métropole également. Je crois qu'on commence avec Aymeric, non? Avec vous, Carlos, pour présenter le projet. En effet, à deux voix. Très bien, donc, une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, et on essaiera de respecter le temps. On le respectera. Promis, et je vous fais confiance pour nous reprendre, donc il n'y aura aucune difficulté. Donc le plan de modernisation à Aquapol, en quelques mots, c'est 3 objectifs et 3 opérations. L'origine de ce plan d'investissement, c'était d'améliorer et de fiabiliser les performances du traitement des eaux usées. Donc une station d'épuration, tout le monde le sait ici, c'est une entrée et 2 sorties. Et nous, on avait un petit peu du mal à respecter des performances honorables. On était plutôt les derniers de la classe en ce qui concerne les performances épuratoires. Donc il fallait augmenter ça, et on a donc opté pour une unité de nitrification des eaux usées. On produisait donc plus de boue, et il a fallu compléter la filière de traitement des boues par méthanisation et valorisation de biogaz. Donc, M. Kienler exprimait les effets de mode. Il faut savoir qu'en 2000, nous, on a fait une étude de définition avec 3 bureaux d'études. 2 sur 3 excluaient la méthanisation pour la filière, pour le complément de filière boue. Donc voilà. Donc, il faut maintenir le pied dans la porte. Hein. Donc aujourd'hui, voilà. Et la 3e opération, ça a également été dit, de réduire les nuisances olfactives émises sur la station. Il faut savoir qu'on n'a pas de riverains, mais on est en bord d'autoroute, et en fait, on traite les odeurs pour les automobilistes. Donc, il faut savoir que j'insiste, parce qu'en effet, les nuisances olfactives, puisqu'on est dans un colloque de l'Agence de l'eau, c'est considéré comme une nuisance, et ce n'est pas subventionné. Notez, Laurent Roy. Donc, même si ça a été rappelé par le collègue du Nord. Donc le focus aujourd'hui, on s'est porté bien évidemment sur l'unité de méthanisation des boues urbaines. Donc initialement, dans le cadre de ce projet, en fait, il faut savoir qu'Aquapol, on élimine les boues par un incinérateur dédié qui a vocation, historiquement, à éliminer l'ensemble des boues d'épuration. Pourquoi le choix de l'incinérateur? Il faut savoir Grenoble avait fait le choix d'opter vers un incinérateur pour laisser la place, les surfaces agricoles utiles pour l'épandage et les industries parpetières aux autres usages et utilisateurs. C'est pour ça qu'historiquement, il avait été fait le choix d'un incinérateur. Je ne sais pas si c'était un effet de mode à l'époque. C'est vrai que ça coûte cher.
Donc la capacité d'incinération, elle était insuffisante par rapport aux exigences de performance. Et donc en 2008, on envoyait l'excédent produit en compostage. Donc, ce qui était à la fois onéreux en termes économiques, puisque ça coûtait 400 000 euros par an, puisqu'on compostait 4 600 tonnes de boue humide. En fait, on les composte en Saône-et-Loire, puisqu'il faut la réglementation. Donc, là, on va peut-être évoquer les verrous réglementaires. Nos administrations de tutelle, et ça se comprend, nous imposent d'avoir un site qui puisse accueillir l'ensemble de la production d'Aquapol. Donc, c'est environ 100 tonnes de boue humide jour. Et en fait, on n'a pas ce type de site en Isère et on est obligé d'aller composter en Saône-et-Loire, donc à 400 km environ de la station. Donc avec l'augmentation des performances épuratoires à très court terme du fait du traitement de l'azote, on était amené à augmenter de 20% ce coût-là, donc 600 000 euros, et également très pénalisant pour les gaz à effet de serre issus du transport. Donc les objectifs donc, de la méthanisation, c'était de jouer, nous, ils étaient simples, hein, c'était de bénéficier de la réduction des boues. L'objectif étant de réduire suffisamment le volume des boues pour qu'ils puissent être incinérés par l'incinérateur. Donc les études ont montré que c'était viable. Donc malgré une hausse de 20% de la production des boues à traiter, donc toutes les boues peuvent être incinérées sur site. On n'a plus besoin d'évacuer les boues en compostage, donc il y a un gain de gaz à effet de serre et également un gain économique. Très vite, une source de valorisation du biogaz produit a été identifiée en substitution du fioul qui est injecté ponctuellement dans le four d'incinération. Donc on élimine le fioul, c'est environ 350 mètres cubes par an, donc il y a déjà un premier gain de gaz à effet de serre. Et également, grâce, entre guillemets, à l'incinérateur sur site, on valorise la chaleur issue de l'incinération. Donc, M. Kahler disait que dans une digestion classique, en fait, on utilise environ 30% du volume de biogaz, de la capacité calorifique du biogaz pour chauffer les digestères. Dans notre projet, en fait, on a voulu utiliser la chaleur des fumées d'incinération pour chauffer les digesteurs, et on avait d'autant plus de biogaz à valoriser, si bien qu'on est très excédentaire en termes de valorisation du biogaz. D'accord. Donc, une fois qu'on a dit ça, on était en 2010. Lorsqu'on a posé ça, il fallait donc valoriser le biogaz produit. Je vais vous demander de... Bon, ça, c'est les caractéristiques des, on peut passer rapidement. De nos digesteurs. Donc, c'est 14 000 m3 de digesteurs. Un volume de stockage de biogaz de 3100 m3. On pensait être en capacité de stocker une demi-journée. En fait, on stocke à peu près un tiers. Je parle sous le contrôle d'Emeric. Donc voilà, donc on produit beaucoup de biogaz. Donc le biogaz est injecté dans l'incinération, dans le four d'incinérateur. Donc on est toujours deuxième à Grenoble. Donc voilà. Donc c'est la deuxième référence nationale en ce qui concerne, et vous le verrez, on est également la deuxième référence nationale en ce qui concerne l'injection de biométhane issu de gaz de steppe. Je crois qu'il y a une élue de Strasbourg qui est dans la salle. Elle est là. Donc voilà, c'est Strasbourg qui est médaille d'or. Nous, on est médaille d'argent. Donc voilà, donc c'est un projet qui a coûté 13,8 millions d'euros, subventionné par l'agence de l'eau à 5 millions d'euros, et la région Rhône-Alpes, toujours cité les financeurs, à hauteur d'1 million d'euros. Vous êtes en régie, vous, hein, je crois. Oui, ouais. Alors on a été en régie. Alors, vous étiez en DSP avant? Alors au moment du projet, on était en délégation de service public. D'accord. Donc c'est Emeric qui n'était pas encore arrivé. Et en cours de projet, en plus de ce plan de modernisation Aquapol, il y a eu le basculement de la fin de la délégation de service public vers la régie. D'accord. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais aller très très vite. Mais pour les deux, hein. Oui, justement. Ah, bah, faites parler votre copain quand même. Alors moi je veux juste insister, vous pouvez aller très très vite sur les autres slides. Donc ça c'était par rapport à M. Kahler. Nous on a identifié que la valorisation première du biogaz ou du biométhane, c'est ce qui tente d'illustrer ce graphique, c'est plutôt le GNV, donc qui est le plus rentable plutôt que l'injection dans le réseau de gaz. Donc ça, on peut passer très vite. Les difficultés qu'on a eues, donc on a bien évidemment étudié l'ensemble des pistes, cogénération, GNV, injection de biométhane. On a des contraintes sur le site qui ne nous ont pas permis de faire le GNV, et la cogénération a été très vite exclue. En ce qui concerne l'injection de biométhane, la principale difficulté qu'on a eue, c'est le verrou réglementaire
Il faut savoir que donc il faut savoir quand même qu'il y a une forte volonté politique en ce qui concerne d'expérimenter et de faire des innovations sur leur site et d'être exemplaires, ça a été dit. Si bien que dès 2011, en fait, nos élus ont décidé d'aller vers l'injection de biométhane alors qu'il y avait le verrou réglementaire. Donc on a écrit, on a fait pas mal de démarches, on a fait pas mal d'études de montage juridique. On a écrit à 4 ministres différents, parce qu'à chaque fois, ils ont changé entre-temps. Tout ça pour dire que nous, on ne comprenait pas bien, en tant que maître d'ouvrage, que ça puisse être possible dans d'autres pays d'Europe, puisqu'on parle, alors que ce n'était pas possible en France, et que l'étude INRIS qui a été rendue, en 2007 ou 2008, si je ne m'abuse, autorisait le biogaz issu des stations, des décharges, des CET, et pas... et excluer, enfin interdisait la valorisation du biogaz issu des stations d'épuration. Moi, c'est toujours une étude qui m'interpelle, puisque là, aujourd'hui, on est avec des scientifiques. L'INRIS a fait cette conclusion-là. C'est une conclusion que je ne comprends toujours pas à titre personnel, puisque une méthanisation, c'est monodéchet. Jean-Pierre Kerler pourra peut-être vous répondre. Alors, en 2 minutes, le process maintenant. Merci Carlos de m'avoir laissé 2 minutes. Sympa Carlos. Hein. Le process, il est, on peut le voir sur un schéma. Voilà, ce schéma. Alors déjà le schéma contractuel qu'on a mis en place sur Grenoble, c'est un contrat de concession de travaux. On a un opérateur privé donc qui a construit pour le compte de la métropole et qui exploite l'unité de valorisation du biogaz. Donc très schématiquement, la station d'épuration produit le biogaz issu de la méthanisation. On a une utilisation interne en substitution du fioul pour le four d'incinération et pour les chaudières existantes. Et l'excédent de biogaz est mis à disposition de notre concessionnaire qui se charge à la fois de l'épuration et de la transformation du biogaz en biométhane et d'autre part de mettre à disposition du réseau ce biométhane et de revendre le biométhane dans le cadre d'un contrat avec obligation d'achat et en valorisant les garanties d'origine. On peut passer sur la diapo suivante qui met en place le schéma technique de mise en œuvre du biogaz et de la transformation du biogaz. Donc là, c'est la valorisation économique du biogaz avec les obligations d'achat dans le cadre d'un arrêté de juin 2014 qui définit au niveau national le prix du biogaz, prix du biométhane revendu et réinjecté dans le réseau GRDF. Donc il faut adapter la production de biométhane par rapport à cette tarification dégressive comme on le voit sur le schéma. Il y a en parallèle la valorisation des garanties d'origine. Le schéma technique qui est celui-ci, à gauche, on a le périmètre d'exploitation de la régie assainissement, donc la production de biogaz à l'aide des digesteurs, la mise à disposition de biogaz au four d'incinération qui est géré en prestation de service par nos partenaires de Veolia, l'utilisation également du biogaz au niveau des chaudières, la mise à disposition de l'excédent à Aquabiogaz qui est l'opérateur privé désigné par la métro suite à une consultation qui se charge de la purification et de la transformation du biogaz en biométhane, associé à ce module Aquabiogaz, la partie GRDF avec le poste d'injection, la remise à disposition sur le réseau de distribution et tout un processus de gestion à la fois des gaz de purge au niveau de la séparation des molécules entre le méthane et le CO2, le CO2 étant le déchet de la valorisation du biogaz, qui retourne dans le four d'incinération pour brûler les pouillèmes de méthane qui peuvent partir. Et en cas de non-conformité du biométhane au standard GRDF, il y a un contrôle en permanence dans le poste d'injection de la qualité du biométhane, réinjection, remélange avec les gaz de purge et renvoi vers le digesteur pour passer une deuxième fois sur le module d'épuration.
Quelques données chiffrées sur la gestion des boues de l'usine. La production 2016 des boues est estimée à environ 9000 tonnes de matière sèche. C'est l'extrapolation de la production de janvier à août de cette année, à 80% de matière volatile. Donc on a une boue qui est très riche en matière organique transformable en biogaz. On sort du digesteur environ la moitié. On a une transformation très efficace et une production de biogaz associée très importante. Donc réduction de l'ordre de 50% de la production de boue qu'on peut d'ores et déjà incinérer en totalité sur site. Donc ce qui permet de répondre à l'objectif développé par Carlos. Notre production de biogaz moyenne depuis le premier semestre 2016, on digère la totalité de notre production de boue depuis tout début de cette année, donc de l'ordre de 10 000 normomètres cubes jour, ce qui nous donne un potentiel énergétique global de 22 gigawattheures par an, dont 5 gigawattheures utilisés en consommation interne, comme on l'a décrit, ce qui nous donne un potentiel valorisable de l'ordre de 17 gigawattheures par an. Vraiment prendre 30 secondes pour aller directement au bilan énergétique. Alors, vous verrez vraiment 30 secondes, je compte sur vous. Alors, quand même la petite diapo sur le site. Alors, ce sera la dernière. L'avant-dernière. Donc, il faut leur laisser la parole, autrement. Ouais. Très rapidement, simplement pour dire que cette unité représente une surface de l'ordre de 250 mètres carrés sur site d'Aquapol pour un site de 5 hectares, donc c'est tout petit. Un effet positif sur les gaz à effet de serre, puisqu'on envisage, grâce au potentiel énergétique de une installation, de réduire de l'ordre de 33% l'impact gaz à effet de serre de l'activité d'Aquapol, et donc ça contribue à la participation du plan énergie-climat de la métro à plein régime. Et pour terminer, la production de biométhane injectable au réseau représente donc un potentiel de 17 gigawattheures par an. C'est la consommation de gaz de 2500 foyers ou la consommation de 60 et 69 bus de l'agglomération qui fonctionne au GNV, et à comparer aux 30 millions de kilowattheures consommés pour faire fonctionner l'installation d'Aquapol. Ouais. Et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, quoi? Non mais c'est QFD là. C'est que tout à fait. On en a parlé un petit peu via Carlos par rapport à l'aspect notamment réglementaire. Voilà. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt? En 2014. Je sais qu'il y a des bureaux d'études dans la salle, mais en gros, si on avait dû écouter les conseils des bureaux d'études, on n'aurait pas fait de méthanisation à Aquapol. Donc voilà. Je parle de ce qui a été fait au stade de l'étude de définition. Donc, c'est juste d'insister un petit peu, ça a été dit par un élu, sur la volonté politique qui est source qui est indispensable pour la réussite du succès.